Bienvenue pour cette première table ronde. Peut-être une description avec vous, Bruno Ridel. Quelle est un petit peu la philosophie du projet que vous avez accompagné avec votre cabinet d'architecture ? C'est un projet situé donc à Sastoul-Mauconduit. Donc pour vous localiser, c'est une petite commune à côté de Fécamp. Programme basé en fait sur la construction de 21 logements destinés à des personnes seniors. Donc c'était il y a maintenant 4 ans en fait. Dans le cahier des charges de ce projet de conceptualisation, il y avait bien évidemment une démarche BIM. Donc on a pris en fait le pari en fait de répondre en groupement d'entreprises, donc en groupement de PME, pour s'engager en fait dans le projet, mais également dans la démarche BIM avec des entreprises qui, pour certaines, ne connaissaient pas le sujet, très clairement. Pour ce faire, on a été accompagné donc avec la FFB. On a pris en fait une option très claire dès le départ, c'était de construire en ossature bois et de proposer en fait un projet ossature bois en démarche BIM. Alors Maxime Chantre, cet aspect collectif multi-PME, c'est un parti pris dès le départ de répondre en collectif et en BIM. Alors le BIM, c'est pas vous qui avez pris le parti, ça c'est Habitat 76. Hein. Alors le BIM faisait partie du cahier des charges d'Habitat 76, tout à fait. Après, nous, notre démarche, c'était d'aligner une équipe pluridisciplinaire avec toutes les compétences dès le départ, et donc de réunir à la fois la partie architecte, la partie bureau d'études et la partie entreprise, avec, en s'intégrant tout de suite dans cette démarche collaborative, avec une obligation de résultat, à la fois de faire la réalisation dans un temps imparti, mais également de renseigner et de délivrer une maquette numérique. Donc oui, le groupement, c'était quelque chose de inhérent à l'origine de notre groupement et de notre projet. Ouais. Alors on sait qu'il y a des entreprises qui, quand elles voient marqué BIM dans des appels d'offres, ne sont pas forcément très enchantées et contournent un peu ces projets-là pour aller vers d'autres projets. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est-à-dire que vous vous jetez à l'eau avec peu de connaissances du BIM, ou alors vous êtes déjà un petit peu aguerri ? Alors, pour ma part, en tant qu'entreprise, on avait fait quelques formations. Donc, moi, j'avais formé mes collaborateurs, conducteurs de travaux et bureaux d'études, à travailler sur le BIM, sachant qu'on a une longueur d'avance en construction bois, on dessine, on dimensionne déjà en 3D sur nos logiciels métiers. Donc on a cette capacité de dessiner, de renseigner, avec un usage qui est interne, qui est envoyer un listing et des fiches de taille à une machine. Mais on a déjà ce dimensionnement qui nous donnait une longueur d'avance, plus la formation. Maintenant, le BIM, comme on en parlait, ça existe depuis 2014. Au sein de la FEDE, il y a des initiatives pour pouvoir communiquer autour du BIM, préparer les entreprises à ce tourment et vers la digitalisation de la construction. Et donc, au sein de la FEDE, on a réuni quelques acteurs qui étaient déjà demandeurs d'aller plus loin que la formation, aller expérimenter, aller chercher des solutions, aller essayer de confronter ces compétences avec nos logiciels métiers et faire plus de collaboration, le confronter avec une maquette. Donc on a réussi à constituer un petit noyau avec des entreprises qui avaient envie d'aller plus loin que cette formation-là. Et la FEDE a fait le lien et nous a accompagnés au démarrage. Après, il faut mettre les mains dans le moteur, comme on dit, Marie Glabic, et c'est vous qui l'avez fait au niveau du cabinet d'architecte, hein, c'est vous qui êtes entré dans le BIM. Comment ça se passe quand on voit arriver le projet 21 bâtiments comment vous passez à l'étape BIM ? Vous avez une formation pour, personnellement ? Alors nous, on travaillait déjà sur Revit depuis déjà quelques années. On travaillait sur la maquette numérique, mais non renseignée. Donc en fait, il a fallu qu'on se forme davantage au renseignement de la maquette. Ça a été surtout cette étape-là qu'il a fallu qu'on franchisse et qu'on n'avait pas encore franchi dans les projets précédents. Ouais. Donc ça a été une étape supplémentaire par rapport... C'est ça. Et alors le conseil que vous donnez aux personnes qui utilisent le BIM, vous, quand vous êtes entré dans la pratique, il y a effectivement la formation, puis après il y a la façon de manipuler finalement l'outil, d'entrer dans les paramètres, d'aller plus ou moins loin dans le sujet. Quels sont les conseils que vous donnez à des personnes qui commencent à pratiquer le BIM ? Finalement, on se rend compte que
qu'on se fait un peu une montagne en fait de ce qu'est le BIM et de ce qu'est le renseignement de la maquette. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était finalement pas si compliqué que ça quand on était accompagné et quand on était formé. Et puis on a aussi été accompagné par la FFB dans le cadre du plan de la formation. On a eu un intervenant qui nous a aussi aidé à synthétiser un peu cette démarche entre les entreprises et entre la maîtrise d'œuvre. Parce qu'on a réalisé plusieurs maquettes. On n'avait pas qu'une seule maquette architecte. Il y avait une maquette structure qui a été faite en collaboration entre Poix-Blanc-Charpente et puis IDEA pour le gros œuvre. On avait une maquette fluide CVC et une maquette archi. Donc après, les maquettes étaient rassemblées et le renseignement général se faisait sur la maquette complète. Alors Sébastien Métayer, donc vous êtes à distance, vous avez face à vous dans cette réponse appel d'offres un groupement d'entreprises. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette proposition ? Bonjour à toutes et à tous. Ce qui nous a séduit, c'est tout d'abord d'avoir un groupement de PME locales. Il est clair que par rapport à toutes nos opérations de construction neuve, on a initié les démarches BIM en 2010 au sein d'Habitat 76 et on a initié 2 chemins. Un premier chemin pour les opérations de construction neuve. Les premières ont été réalisées en 2015. Et puis, un deuxième chemin, c'était la numérisation de l'ensemble de notre patrimoine, soit 30 000 logements. L'objectif, c'était de dire, on initie en expérimentation les premières opérations de construction neuve, on récupère les livrables, les fameuses maquettes numériques, qui découlent du process de construction, et on les intègre dans notre base numérique, c'est-à-dire nos 30 000 logements. On voyait tout de suite l'intérêt d'avoir l'ensemble du processus, c'est-à-dire on intègre une démarche BIM sur la conception, la réalisation et surtout l'exploitation du bâtiment. Et pour cette opération-là, particularité effectivement, puisque nous sommes sur un groupement de PME, or précédemment, depuis 2012, on a plutôt des groupements avec des majors du bâtiment qui présentent des offres. Et donc on a trouvé extrêmement intéressant d'avoir des PME et d'accompagner aussi ces groupements. Justement, est-ce que le BIM ne conduit pas à exclure certaines entreprises ? Vous me disiez que depuis quelques années, vous expérimentez la maquette numérique. Vous avez finalement eu plutôt des grands groupes ? Tout à fait. En démarrant les premières opérations en 2012, nous n'avions en face, en termes de mise en concurrence et de consultation relative à la commande publique, uniquement que des majors. Or, de plus en plus, on a de groupements de PME, à la fois en opération de construction neuve, mais aussi en réhabilitation, puisque sur des réhabilitations énergétiques, nous mettons en avant le process BIM également, et nous commençons en réhabilitation de patrimoine en site occupé à avoir des groupements de PME qui répondent avec notre cahier des charges pour les livrables BIMés. Donc ce qui vous intéresse, vous, c'est quand même à l'origine la gestion des bâtiments une fois fabriqués ou une fois rénovés. C'est ça l'idée. Et finalement, est-ce que vous avez trouvé d'autres atouts à l'usage du BIM, puisque vous avez cette antériorité dont vous rappeliez les dates 2012 pour les premières opérations. Est-ce que vous avez trouvé d'autres atouts à ce recours à la maquette numérique ? Alors, effectivement, le processus BIM n'est rien d'autre, c'est peut-être un peu simplificateur, rien d'autre qu'un mode de management de projet. On est sur du process collaboratif du projet, avec tout le monde réuni autour notamment de la maquette numérique. Et donc nous, l'intérêt qu'on y a vu très rapidement, c'était de pouvoir atteindre un objectif on a l'habitude de mettre en avant le triptyque coût, qualité, délai. C'est-à-dire d'utiliser ce processus-là pour optimiser le coût, la qualité des livrables, du bâtiment, c'est bien là le cœur de métier, et puis derrière au niveau des délais, notamment en phase chantier. Parce que c'est vrai qu'au niveau des délais, ça nécessite un peu plus d'investissement en phase conception, mais en phase chantier, il y a un réel gain qu'on a pu constater. Et donc on voyait l'intérêt en conception rapidement
de pouvoir visualiser les bâtiments, de pouvoir visualiser les logements et de pouvoir, s'il y avait besoin, de se projeter à la place des résidents, à la place de ceux qui vont habiter dans ces logements-là, pour pouvoir corriger, s'il y a besoin, un certain nombre d'erreurs que l'on peut tous faire en phase de conception. Et en phase de réalisation, également un suivi du chantier en parallèle avec la maquette numérique pour être sûr qu'à la fin, on a bien le livrable attendu. Et le livrable attendu, il est pour l'exploitation. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure par rapport à la présentation d'Aurélie. Il est primordial et indispensable que le maître d'ouvrage sache ce dont il a besoin précisément. Si le maître d'ouvrage ne sait pas ce dont il a besoin, c'est flou et ça n'avancera pas. Donc il faut qu'il sache précisément ce dont il a besoin pour la phase conception-réalisation, mais surtout exploitation. On a l'habitude de dire que... Ça c'est intéressant parce qu'on dit toujours qu'il faut que les artisans ou que les entreprises du bâtiment montent en compétences, mais ça veut dire aussi que le commanditaire lui aussi doit monter en compétences pour affiner un peu son propos et avoir une demande qui soit bien calibrée, qui soit précise, qui soit claire et anticiper aussi ce qui va pouvoir être travaillé par l'équipe qui ira sur la réalisation. C'est primordial. Aussi en phase chantier, mais surtout en exploitation, on a l'habitude de prendre comme référence le fait que l'investissement d'un bâtiment, c'est 25% de son coût global. Donc 75% d'exploitation pour les 50 ans à venir. Et donc c'est tout à fait opportun de travailler sur un projet BIMé, d'avoir un livrable qui tienne la route, qui réponde aux besoins en termes d'exploitation derrière, sur l'utilisation tant de la partie graphique que de la partie data. C'est extrêmement important d'utiliser les données qu'on a derrière en phase exploitation d'un bâtiment. Est-ce que vous avez l'impression de ce fait qu'on est un peu sur un effet de mode et que certains commanditaires ont du mal derrière à utiliser les données, ou est-ce que vous, c'est vraiment entré dans finalement la culture de l'entreprise d'Habitat 76, d'aller sur l'exploitation de ces données, vous êtes équipé, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça ? Alors, effectivement, il a fallu se doter à la fois d'outils, de logiciels, mais surtout une montée en compétences de bon nombre de collaborateurs, de bon nombre de salariés qui interviennent sur les maquettes numériques, mais également qui, derrière, les consultent. Et donc, pour ce faire, après avoir pu faire bénéficier à plusieurs alternants de travailler sur notre process, nous avons recruté, il y a maintenant 3 ans, un BIM manager en interne qui permet d'accompagner à la fois en interne les salariés sur cette démarche-là, mais également en externe. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un interlocuteur unique sur le volet BIM pour l'ensemble de nos partenaires, à commencer par les entreprises dans le cadre d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation. D'ailleurs, je parlais d'entreprise vous concernant, mais c'est vrai que vous êtes un office public, mais vu la façon dont vous parlez un petit peu de la question des qualités, coûts, délais, on voit qu'on est dans les mêmes pratiques. Maxime, nous sommes une entreprise et nous avons des clients. Ouais, absolument. Maxime Chantre, qu'est-ce que ça change l'aspect collaboratif? Parce que à l'instant, Sébastien Métayer disait, bon, il y a évidemment tout ce qu'on vise au final, c'est-à-dire la gestion des bâtiments, mais c'est aussi une façon de gérer différemment les projets. De votre point de vue, voilà, faisant une comparaison avec il y a quelques années, qu'est-ce que ça change? Alors, tout à fait, c'est ce qu'a dit Monsieur Métayer, c'est le BIM avant tout est un outil de gestion de projet. On avait l'habitude de gérer un projet au niveau construction, avec toute la phase de préparation, de la phase d'exécution avec l'architecte, des échanges avec les différentes entreprises, mise au point des détails. Là, aujourd'hui, on élargit le champ, on parle de conception, de réalisation, mais aussi de tout ce qui est gestion et maintenance. Donc on a élargi notre champ de vision en allant chercher des objectifs autres que simplement réaliser nos propres ouvrages. Et la collaboration, elle a été pas simplement inter-entreprise de réalisation, mais aussi avec le maître d'ouvrage pour lui délivrer une maquette, ça c'est le but final, et avec l'architecte au niveau conception et mise au point. Donc on est monté en compétence à ce niveau-là,
en allant chercher des objectifs et des buts différents dans notre façon de travailler et dans notre façon de collaborer. Donc moi, en tant que charpentier construction bois, j'avais trois interfaces principales, le gros œuvre, le couvreur et le menuisier. Là maintenant, je suis allé regarder l'impact du CVC dans les combles, mais je suis allé chercher pourquoi renseigner une maquette, quel est l'intérêt pour un maître d'ouvrage qui va exploiter le bâtiment pendant 50 ans. On est en structure bois, on a des montants porteurs répartis. Ils sont renseignés, ils sont identifiés sur la maquette. Demain, il y a un changement de cuisine, il y a des éléments à accrocher sur les murs intérieurs. Il y a possibilité de savoir, en effet, comment le faire. Et je pense que ça, c'est une valeur qui est recherchée par Habitat 76 ou par le maître d'ouvrage, qu'on a pris conscience, et ça donne du sens pour nous monter en compétence. Donc ça, c'est vraiment un élément... Alors ce qu'on peut quand même souligner sur Sasto, le mot conduit, c'est qu'en fait, on ne descend pas à l'échelle des entreprises les plus techniques. C'est-à-dire que vous avez cité le CVC, il y a effectivement des maquettes pour un certain nombre de lots, mais il y a des entreprises aussi qui n'ont pas touché au BIM. On parlait tout à l'heure d'exclure ou pas les entreprises. On peut avoir une façon de voir le BIM avec un périmètre plus ou moins étendu. Alors on est parti d'un cahier des charges Habitat 76, mais après chacun est allé chercher son intérêt. Tous les corps d'État ont eu un intérêt de travailler en BIM pour aller faire des mètrés. Le peintre devait savoir combien de mètrés par rapport aux murs, par rapport aux salles humides, par rapport aux murs colorés, pareil, les sols souples, le carrelage. Alors, ça s'est passé comment ? Il est venu vous voir du coup pour savoir ça ? Non, chacun avait quand même la maquette. Chacun était accompagné, et c'est là où le programme de formation et d'accompagnement de la FFB était important, parce qu'on a commencé à avoir une présentation des outils, une présentation des formations. On s'est mis d'accord sur une plateforme d'échange, parce que là, pour le coup, on était en complète dématérialisation, les outils de visualisation pour pouvoir répondre après avec un diagnostic propre à chaque entreprise. Le peintre cherche à faire des mètrés. On a accès ces heures de formation sur un BIM Viewer pour qu'il puisse venir rechercher les informations sur la maquette. En construction bois, nous on avait un délivrable, une maquette structure, mais pas simplement pour pouvoir livrer nos plans comme on peut le faire, on va dire, classiquement, mais renseigner pour savoir quels étaient les matériaux mis en œuvre, quelles sont les performances des isolants. Ouais, d'accord, donc c'est une vision un peu pratique du BIM finalement. C'est peut-être un message à donner, c'est finalement pour les artisans, ils ne changent pas de métier, ils ne se lancent pas dans l'aéronautique avec des logiciels. On peut avoir une vision assez concrète du BIM et de comment finalement ressortir les informations dont on a besoin comme en tant qu'artisan le reste du temps. Finalement, c'est ça. Tout à fait, on peut venir lire la maquette. Une pièce écrite remplacée par une maquette 3D et c'est un outil qui va forcément apporter plus d'informations, plus d'éléments que quelques mots. Une image vaut 100 mots. Est-ce que ça change quelque chose du côté de l'économie de la construction, Laurent Malivoire, dont vous accompagnez, vous, le projet en tant qu'économiste de la construction? On a vu cet aspect très collectif avec un groupement de PME. Est-ce que pour vous, ça change la nature des projets? Bonjour à tous et à toutes. Ça change la nature des projets? Non, en fait, il est clair que au-delà du BIM, c'est une collaboration habituelle entre l'architecte mandataire et nos différents BET. Ça ne change pas. Ce qui avait changé pour cette participation à cette conception-réalisation sur Sasto, c'était une relation directe, effectivement, avec les entreprises qu'on n'a pas habituellement, évidemment. Avec des échanges permanents bien sûr sur les avant-métrés, les estimations. Nous, notre approche a été très classique au départ. On a réalisé les avant-métrés sur la base de la maquette numérique de l'architecte. On a fait évoluer au fur et à mesure de l'évolution, bien sûr, de cette maquette. On a soumis aux entreprises les DPGF. On a fait un comparatif de nos estimations par rapport à leur approche technico-économique. À partir de là, on a établi un cahier des charges qui a été liaisonné à la maquette en PDF. Après, ça dépend de la mission, évidemment, qui est confiée à la base, qui est demandée dans le cadre du cahier des charges BIM. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir se séparer de vous prochainement, Laurent Malivoire? Pour notre cabinet, non.
Mais avec la maquette numérique, est-ce que finalement, c'est pas des choses qu'on va pouvoir faire soi-même, on va dire, ce que vous faites aujourd'hui? Défendez un petit peu votre valeur ajoutée. Non, en fait, l'économiste a quand même des compétences dans tous les domaines. Hein. Nous sommes généralistes. On a quand même pour habitude, lorsqu'on établit un cahier des charges tout corps d'État, de connaître les interactions entre chaque corps d'État. C'est quand même une compétence qui me semble importante, que ce soit en conception-réalisation, en BIM ou de manière dans une approche très classique. Donc non, je considère que l'économiste a tout à fait sa place dans ce type d'approche. D'accord, et ça se marie effectivement avec certains atouts par contre donnés par le BIM pour pouvoir aller plus vite sur certaines informations, disons pouvoir se repositionner. Je vous pose la question parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on voit un certain nombre d'entreprises qui sur les chantiers sont obligées de changer de pied et de se repositionner sur d'autres matériaux parce qu'on a des pénuries. La maquette, dès l'instant que vous cliquez sur un produit, alors je parle de la maquette finale, hein, dès l'instant que vous appuyez vous cliquez sur un produit ou un complexe, que ce soit les élévations ou autres, vous savez exactement ce que vous avez prévu en pause. Donc effectivement, après il y a des notions d'équivalence, mais s'il y a des pénuries que vous devez remplacer ce type de produit, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Mais là, la pénurie de matériaux en conception, ça, pour l'instant, c'est un peu compliqué de le valoriser dans le BIM. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions de votre part dans la salle? Et je voudrais qu'on entende aussi Marie Glabic qui souhaitait réagir tout à l'heure. Je vous laisse préparer un petit peu vos questions. Marie Glabic, vous avez réagi, je vous ai vu à plusieurs fois réagir sur des propos, effectivement, sur l'articulation, enfin concernant l'articulation avec les artisans impliqués dans le chantier et comment finalement on diffuse l'information, on associe les différents échelons. En fait, les entreprises sont intervenues dès le concours. Dans la conception du projet, et la maquette numérique a été le support des échanges avec les entreprises. Ce qu'on a demandé en fait aux entreprises une fois le concours remporté, pour renseigner la maquette numérique, chaque entreprise s'est rapprochée en fait des fabricants des produits qu'elle devait poser pour trouver les familles en fait des produits pour pouvoir renseigner la maquette numérique. Ça a été une première étape dans le renseignement de la maquette et de l'implication des entreprises. La deuxième étape, une fois le démarrage du renseignement de la maquette, la deuxième étape a été aussi la visualisation de la maquette via les viewers, comme le disait Maxime tout à l'heure. Et la vérification en fait des produits mis en œuvre par rapport à ce qui avait été dessiné par les bureaux d'études et par l'architecte. Et c'est sur ce volet-là qu'elles ont été accompagnées par la FFB. Très bien. Est-ce que vous vouliez intervenir pour une remarque? Oui, madame. Bonjour, Liliane Bazy, gérante de la société Innova-MO, qui propose également des missions en BIM. Alors moi, j'avais une question. On a énormément parlé des coûts liés à la maîtrise d'ouvrage, bailleur social, Habitat 76, mais on n'a pas parlé des coûts que ça entraîne le BIM pour les entreprises. Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez réalisée, on peut considérer que le mythe du BIM coûte cher est mort, ou est-ce qu'il est toujours d'actualité pour les petites PME? Voilà. Et la deuxième question, c'était le cursus de formation pour la FFB qui permettait de monter en compétence des petites entreprises. Est-ce que c'était uniquement pour ces projets-là ou il est toujours maintenu? Et est-ce qu'il pourra toujours être utile aux petites entreprises qui souhaitent mettre en place le BIM dans leur entreprise, quoi? Voilà, c'était... je sais pas. Très bien, merci beaucoup pour ces deux questions. On va commencer par la deuxième. Maxime Chantre, c'était exceptionnel, c'était la FFB parce qu'on est dans un programme particulier où on peut solliciter des aides à la formation. Alors vous pouvez enlever votre masque si vous voulez au moment de vous exprimer. Le programme de formation pour la construction de Sasto était vraiment un programme de formation à la carte et monté pour ce projet. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui représentent la FFB. Faudrait leur poser la question pour savoir si demain il y a un nouveau projet, quelles sont les démarches à faire pour pouvoir aller solliciter éventuellement des aides. Micro à la FFB Normandie pour voir ce que vous faites vous en Normandie, Olivier Rousseil. Alors évidemment tout ça est une question de budget.
Et donc nous avions tout à l'heure la représentante de la région. C'est dommage qu'elle soit partie parce que du coup j'aurais passé le micro. Vous n'avez pas osé lui poser la question du budget tout à l'heure, mais là vous auriez pu en profiter, c'est vrai. Par contre, évidemment, si on a un adhérent qui veut continuer ou se lancer dans la formation BIM, on va l'accompagner. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. D'accord. Parce qu'il y a des objectifs aussi de la FFB d'aller dans l'accompagnement de ces entreprises. Ouais. Je voudrais que Maxime réponde réellement à la question de Madame. C'est pas vrai, concernant le coût. Est-ce que ça a eu un coût supplémentaire non, mais c'est parce que j'ai encore pas vous poser la question. Je pensais que Maxime Chantre avait mal répondu. Quelqu'un, on allait évidemment lui faire le reproche, mais là c'était la deuxième question. J'ai commencé par la fin. La question du coût, est-ce que ça coûte plus cher, Maxime Chantre? On dit que c'est. Moi j'ai entendu dire en tout cas que ces postes étaient souvent un petit peu sous-estimés, alors que c'est quand même assez chronophage de faire du BIM. Est-ce qu'aujourd'hui on rentre dans ces frais quand on travaille mieux, parce que finalement on travaille mieux avec le BIM? Alors, c'était une première opération. Donc, il y a eu toute une partie d'investissement. Parce qu'il a fallu acquérir des nouveaux outils. Il a fallu déployer ça au sein de toute l'entreprise. Donc, ce n'était pas un BIM, une personne fait en marge de notre activité. On a essayé, moi je l'ai déployé auprès de tous mes conducteurs de travaux pour qu'ils puissent utiliser cet outil numérique. Donc, il y a eu un investissement forcément dans des machines, et après, derrière, on avait une obligation de résultat. On connaissait le cahier des charges, on a dit, on voulait s'y confronter fort de déjà travailler sur du CAD work et de savoir dessiner en 3D, mais pour pouvoir aller plus loin. Donc, en effet, on a passé beaucoup de temps à renseigner la maquette numérique et d'apprendre par nous-mêmes, d'aller chercher les solutions, d'être confronté à un problème de géolocalisation, d'un problème de compatibilité entre les logiciels métiers dès qu'on fait un export avec la maquette de l'archi, travailler aussi si le CVC a fait une modification, dans quelle vitesse nous-mêmes on est capable de réagir. Donc on a essuyé quelques difficultés. Maintenant, je suis convaincu que fort de cette première expérience, j'ai une longueur d'avance pour pouvoir répondre à un prochain appel d'offres BIM et d'apprendre. Progresser, c'est pas refaire les mêmes erreurs. Donc il y a eu des difficultés. Première opération, on ne rentre pas dans nos coûts. Les difficultés, c'est quoi? Les erreurs, c'est parce que maintenant on maîtrise l'outil pour renseigner, pour la géolocaliser. On a mené le projet de A à Z et donc on sait importer une maquette architecte sans la redessiner par nous-mêmes. Au départ, on était reparti d'un fond de plan et on a redessiné la maquette en disant ça va coller, et on avance. Aujourd'hui, on sait qu'on est capable d'extraire de la maquette de l'archi déjà les volumes, un maximum d'informations, et on sait les sélectionner. On sait lesquels vont nous être utiles et lesquels sont à éliminer pour gagner du temps et jouer cette carte de collaboration. Ça, c'est le premier élément. Ouais. Marie Glabic, vous, alors 3 ans après, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui mieux qu'avant? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense qu'au niveau du gain de temps qu'on pourrait avoir maintenant, c'est aussi du gain de temps organisationnel. Parce qu'on a mis aussi du temps à organiser la démarche, finalement. Et c'est ça qui nous a pris le plus de temps. Dans l'expérimentation qu'on a pu avoir du BIM, le temps le plus long a été l'organisation de la démarche et la collaboration. Et pour répondre à la question de madame, est-ce que ça coûte au final plus cher, vous avez l'impression, sur ce projet-là et sur éventuellement d'autres projets? Oui, alors, je pense il y a le patron Bruno Rudel qui est en train de faire l'investissement. Je crois que la bourse, c'est Bruno Rudel. Alors allez-y, Bruno Rudel. Je te laisserai compléter, Bruno. Je pense que oui, l'investissement a été plus important que sur un projet traditionnel. Ouais, effectivement, je confirme parce qu'on n'était pas engagé sur cette opération avec une entreprise générale. On était bien en fait en groupement de PME. Donc quelque part, en fait, on a dû partager non pas avec un seul interlocuteur, mais avec 10 interlocuteurs. Donc forcément, ça nous a demandé plus de temps. Je ne vous cache pas qu'il a fallu les emmener dans la démarche. Donc il a fallu être moteur, il a fallu manager la démarche. Il a fallu qu'ils nous apportent leur effort, en fait. Donc ça nous a forcément demandé plus de temps. Par contre, j'avoue que on a fait en fait un effort de cette opération nous a servi en fait d'effort de formation, très clairement. Et aujourd'hui, on mène d'autres conceptions et réalisations en groupement de PME, et on voit que les acquis en fait qu'on a récupérés sur cette opération nous servent. Et là, pour le coup, on passe dans une phase qui est nettement plus opérationnelle et où on sait clairement où on va, quoi.
Olivier Rousseil, vous voulez réagir pour la FFB Rouen Métropole? Je voulais apporter une précision supplémentaire à madame concernant le BIM. Et pour ça, Digne Hamon, animateur métier FFB. FFB, c'est Fédération Française du Bâtiment. Absolument. Oui, on l'avait dit. Merci Olivier. Donc oui, petite précision pour compléter les propos d'Olivier au sujet des possibilités d'accompagnement. Donc, il faut considérer deux cas. Soit, effectivement, l'entreprise a besoin d'une formation un petit peu spécifique. Une formation, par exemple, sur l'utilisation d'un logiciel. Donc là, on va solliciter des fonds à la formation de manière classique, avec, effectivement, Constructis, par exemple. Il y a un deuxième cas qui, lui, est un peu plus structurant. Une entreprise qui cherche, effectivement, à s'organiser pour faire du BIM. Donc là, on va bien au-delà d'une simple formation. Donc là, on a des programmes spécifiques qui permettent effectivement de regarder d'où part l'entreprise, quelles sont les forces en présence, si je peux me permettre, et comment elle souhaite se structurer, qu'est-ce qu'elle veut faire en BIM, parce qu'il y a plein de possibilités. Est-ce que je veux me donner la possibilité de modéliser, ou est-ce que je suis simplement un utilisateur du BIM? Et là, on a possibilité de vous proposer aux entreprises des programmes spécifiques, donc avec l'accompagnement de la région, hein, on l'a dit, on peut le répéter. Et on a un bel exemple concret en ce moment, dans le cadre de la construction de la nouvelle maison du bâtiment à Caen. Donc il y a une démarche BIM très affirmée et très poussée. Vous pourrez même voir en bas, effectivement, la maquette sur le stand du lycée Laplace, où là, on accompagne de manière individuelle, parce qu'en fait, chaque entreprise, effectivement, peut avoir un niveau de départ différent. On les accompagne pour monter en compétences et pour pouvoir, effectivement, assurer dans de bonnes conditions ce travail collaboratif. Donc, à votre disposition pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup. Il y a une demande de parole ici. Juste avant de vous donner le micro, on va aller voir Sébastien Métayer. Si on pose la question des coûts, ça vous concerne quand même directement. C'est vous le commanditaire. Est-ce que finalement vous avez prévu des lignes budgétaires supplémentaires? Vous disiez le coût du bâtiment, c'est 25% à la construction, 75% sur les 50 années d'exploitation. Est-ce que vous avez décidé de monter un peu le pourcentage à la construction parce que ça va vous faciliter la suite? Est-ce qu'il y a des lignes spécifiques BIM? Alors, il y a deux approches. La première approche, c'était dès le départ, hein, dès 2012, quand on a lancé notre première opération en conception-réalisation BIMée, c'était de dire pourquoi est-ce que le maître d'ouvrage qui demande un livrable, qui est un dossier des ouvrages exécutés, certes pas papier, mais numérique, est-ce que réellement il y a un surcoût par rapport pour la livraison de ce document qui change de format? C'est un peu simpliste, mais ça change de format. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des livrables qui existaient déjà précédemment. Et puis, deuxième chose, avec le temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça nécessitait un investissement de la part des groupements, de l'ensemble des participants des groupements, et puis du maître d'ouvrage aussi, parce que là, vous évoquez, et c'est tout à fait normal, le surinvestissement dont doit faire preuve l'ensemble des intervenants de la filière, nous y compris. Quand je disais tout à l'heure, on a recruté un BIM manager, nous l'avons fait. Et ça, c'est un surinvestissement aussi. Et c'est normal, c'est l'investissement pour l'avenir. Sur notre retour d'expérience, retenez que sur une opération dite BIMée, nous sommes sur une mission avec un surinvestissement de l'ordre de 1% du montant des travaux. Laurent Malivoire, vu que vous êtes sur la question de l'économie, est-ce que vous vous êtes posé cette question de votre côté, ou ça vous concerne moins dans vos attributions? Dans notre approche, non. Hormis effectivement un investissement sur un logiciel bien sûr spécifique pour permettre de travailler sur les fichiers EFC ou la maquette numérique, au-delà de ça, évidemment, notre métier est le même. Hein. Merci. Monsieur, vous vouliez poser une... Je voudrais faire un Maxime Chantre. Commentaire. Donc c'est vrai qu'il y avait ce que Monsieur Métayer disait, maîtrise des coûts et des délais.
et de la qualité. Donc ça, c'était en partie réalisation. On a tenu notre planning d'engagement qu'on avait établi en mars 2018. On l'a tenu quand on a fait les réalisations en 2020. Donc déjà, ça, c'est le premier point où on est rentré. Maintenant, on a parlé d'investissement parce qu'on est monté en compétences. On a fait un audit avec la FFB où, en effet, on regardait quelles étaient les compétences au sein de l'entreprise et où on voulait aller. Et là, j'ouvre une porte. Aujourd'hui, vous êtes des ingénieurs, il y a pas mal d'ingénieurs qui sont là dans la salle et qui se forment au BIM. C'est des métiers demain qu'on va retrouver dans nos entreprises, qu'on n'a peut-être pas au jour d'aujourd'hui, où on monte les gens en compétences parce qu'ils viennent du terrain et ils ont déjà la maîtrise d'un logiciel métier. Mais demain, les nouveaux collaborateurs qu'on retrouvera auront peut-être une formation BIM et viendront se former et prendre de l'expérience auprès des compagnons qu'on a. Donc oui, on investit. Aujourd'hui, c'est monter en compétence les gens au sein de l'entreprise. Demain, ça sera peut-être comme Habitat 76, création de postes avec des vrais BIM managers dans nos entreprises. Voilà, et ça va parler aux jeunes qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Monsieur, vous vouliez intervenir ? Oui, bonjour à tous, merci. Christophe Nowakowski, je suis président de l'Intec Normandie. En fait, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied puisque je voulais poser la question à M. Métayer justement de la mission BIM, si une mission avait été valorisée sur ce projet et sa position par rapport à l'avenir. Donc j'entends effectivement qu'il y a surinvestissement pour les maîtres d'ouvrage, mais aussi pour les maîtres d'œuvre et les entreprises. Alors c'est effectivement une période transitoire qui, je pense, va durer encore quelques années. Mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Chantre, les élèves ici vont être pleinement formés sur ce sujet-là. Et je pense que ce sera peut-être une question qu'on soulèvera moins d'ici quelques années. Merci. Ouais, on est peut-être effectivement dans une période transitoire. Qui voulait réagir? Alors, il y a plusieurs demandes de parole. Donc, Nicolas Geoffroy, donc, je me présente, je suis modeleur BIM junior chez Inolia, donc bailleur social du Calvados, et diplômé de l'ECTC de Caen. Donc vous avez été formé ici? J'ai été ici au bachelor BIM de la session 2020. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir, parce que tout correspond, effectivement. Voilà, il y a une jeunesse qui arrive avec une connaissance au niveau du BIM qui peut être intégrée en entreprise. J'ai réalisé mon alternance chez Inolia, justement, pour avoir ce côté école-entreprise, pour apporter les connaissances que le maître d'ouvrage ne connaît pas aujourd'hui. Et voilà, ça permet de pouvoir présenter des choses et de savoir ce qu'on veut. Comme disait Monsieur Métayer, voilà, pour le maître d'œuvre, c'est savoir ce qu'on veut dans la maquette. Et c'est vrai que c'est des démarches qui sont pas forcément très simples, qui demandent du temps. Parce qu'un bailleur social, c'est un groupement de compétences professionnelles. On a les agences, on a les personnes qui sont sur le terrain. Quand on veut développer le BIM dans ce genre de structure, il faut fédérer tout le monde, en fait. Parce que les investissements sont assez importants dans ce genre de structure. Voilà, il faut avancer ensemble. Et aussi sur les projets BIM en neuf, d'avancer avec les autres entreprises. Et vous confirmez ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, on a des personnes formées qui arrivent sur le marché et qui vont venir rendre l'ensemble du dispositif plus mature, finalement. C'est ça, et de lever cet inconnu, en fait, du BIM. Le problème aujourd'hui, c'est que, comme on disait sur les tableaux au début, parlez un peu plus près du micro. Par rapport aux réfractaires, en fait. Les gens se font une vision du BIM en disant la maquette c'est un jouet, mais en fait pas du tout. C'est un support, c'est un tronc commun à la donnée. Et cette maquette, derrière, on l'utilise, sa donnée, on fait des exports Excel, admettons, et on peut les utiliser dans les bases de données métiers pour la gestion d'entretien des bâtiments. Donc c'est vraiment un tout, il faut montrer aux gens l'intérêt vraiment du BIM et de la maquette. La maquette en est une partie. Et le BIM, c'est un ensemble de processus, de procédés. Oui, puis je crois que tous les professionnels du bâtiment sur chantier ont connu ces situations où on arrive sur un site et où la situation n'est pas du tout telle qu'elle a été prévue. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on se renvoie souvent la balle. Hein. C'est ça. L'avantage de la plateforme collaborative, c'est que la donnée est à jour en permanence et pour tout le monde au même moment. Donc, tous les acteurs ont la même information. Il n'y a plus à dire j'ai pas eu la nouvelle version du plan et de pas être à jour. Au moins voilà, le chantier est suivi et à jour en permanence. Si tout le monde joue le jeu, bien sûr, de cette mise à jour permanente, quoi.
Merci beaucoup pour votre témoignage et d'avoir pris la peine de demander la parole. C'est parfait. Et ça illustre effectivement ce qu'on disait très, très précisément. Yves Lafoucrière, président du BIM Tour 2022, vous souhaitiez réagir ? J'avais une question pour le maître d'ouvrage. Ce qu'on a présenté là est tout à fait intéressant, tout à fait exemplaire, mais je pense que ce qui est un facteur de réussite, c'est d'avoir monté cette opération en conception-réalisation. Et donc ma question, c'est est-ce que pour le maître d'ouvrage, c'est un choix structurant sur votre façon de lancer tous vos appels d'offres maintenant, que ce soit en construction neuve, que ce soit en réhabilitation, parce que les expériences que j'ai pu avoir m'ont montré que dans les modes d'achat plus traditionnels, c'est-à-dire l'architecte fait des études avec le bureau d'études, ensuite on fait des appels d'offres, encore d'état séparés en entreprise générale, c'est beaucoup plus compliqué. Bien souvent, il y a un décrochage entre le processus BIM plutôt bien maîtrisé dans la phase amont, mais au niveau de l'appel d'offres, ça ne suit pas de la même façon. Alors, est-ce que le PAC 76 a ajusté ses politiques d'achat pour faire plus de conception-réalisation, ou où est-ce que vous en êtes ? Sébastien Métayer, donc pour Habitat 76. Alors, je partage tout à fait votre avis. Effectivement, quand en 2015, nous avons décidé de généraliser toutes les opérations en construction neuve sous process BIM, nous avons également lancé toutes nos opérations en conception-réalisation, voire en conception-réalisation, exploitation-maintenance, avec 5 ans d'exploitation. Et ça, donc toutes nos opérations depuis 2015, on les a lancées ainsi. On a lancé l'année dernière, pour la première fois, une opération en construction neuve de 18 appartements en loi MOP classique avec derrière une douzaine de lots, donc encore d'états séparés. Et on a rattaché la mission BIM à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc le chantier va démarrer en début d'année 2022 et ça va nous permettre d'avoir une première expérience d'opération BIMée encore d'états séparés. Ça, c'est pour le neuf. Pour les opérations de réhabilitation, effectivement, en 2015, nous avons effectivement lancé de nombreux contrats de performance énergétique avec un volet travaux et un volet exploitant. Et toutes ces opérations ont également été lancées en conception-réalisation. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, nous avons construit et emménagé dans un nouveau siège social qui s'appelle le Spatium à Rouen pour l'ensemble d'Habitat 76. Et cette opération a également fait l'objet d'un marché global de performance avec un groupement, et cette opération est autant full BIM également. Très bien, merci pour ces interventions. Est-ce que vous souhaitiez intervenir également depuis la salle ? Oui, monsieur, vous levez la main. On va vous transmettre le micro pour que vous puissiez intervenir, et on aura encore le temps pour peut-être une question avant de clôturer, de boucler cette table ronde. Merci. Bonjour, David Deveau, je suis professeur de génie civil au lycée Laplace et j'interviens aussi à l'ECT Séquence sur les problématiques BIM. Et moi, j'aurais une question aux intervenants, savoir quelle est la compatibilité qu'il peut y avoir entre les différents logiciels que vous utilisez. Je suppose que vous avez entendu parler de Revit et de CADWorks, c'est ça ? Quelles sont les incompatibilités plutôt entre les différents logiciels ? Alors ça, c'est un des points clés, hein. C'est vrai que chaque métier a une préférence pour un logiciel et que ça dialogue pas toujours très bien, de ce que j'ai entendu dire. En termes de compatibilité, on échangeait en format IFC, donc on n'a pas eu de... Mais ça marche pas toujours très bien, les formats IFC, on perd beaucoup, non, quand même, au passage. On perd, en fait, on s'est rendu compte qu'en fonction des viewers qu'on utilisait, on pouvait perdre de l'information. Ouais. Maxime Chantre Alors, les difficultés qu'on a eues, c'est au niveau du renseignement de la maquette. Revit a un nombre de champs, on va dire, illimité, quand CADWorks est limité d'un point de vue tout ce qui est export et nombre de layers et nombre d'informations. Donc par rapport à ça, on sait qu'on a été confronté à une limite qui est connue par l'éditeur de logiciels où rentrer plus de 3 champs sur une pièce de bois, c'est pas possible. Alors qu'on peut nous demander de savoir quel bâtiment, quel étage, quel appartement, quelle essence. 3 champs, c'est pas beaucoup. Ça va très vite. Donc après, derrière, il fallait trouver des solutions pour pouvoir recréer des champs supplémentaires. Bruno Ridel, alors la question vaut pour les cabinets d'architectes, parce que c'est vrai que vous, ça fait très longtemps que vous travaillez sur des logiciels de 3D et autres, et vous avez pris aussi vos habitudes avec certaines références de logiciels qui ne sont peut-être pas celles qu'utilisent les entreprises du bâtiment.
Oui, effectivement, mais aujourd'hui, avec les échanges IFC, en fait, on sait résoudre le problème, même si, effectivement, il peut y avoir quelques dysfonctionnements, mais qui sont pas majeurs, en fait. Donc, sur le fond, ça pose pas de souci. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les outils de travail sont suffisamment matures, en fait, pour pouvoir bien mettre en place la démarche collaborative. Très bien. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants à distance aussi, Sébastien Métayer, Laurent Malivoire, d'avoir été présents. Vous êtes loin, donc vous êtes un peu punis, mais voilà. C'est pour une prochaine fois, on vous retrouvera avec nous, avec plaisir. En tout cas, on a bien compris quel était l'esprit de ce projet de Sasto me conduit, avec cette dimension numérique. Donc merci beaucoup d'être intervenu, y compris à distance. Et puis, bien entendu, Maxime Chantre, Marie Glabic et puis Bruno Ridel pour le cabinet d'architectes. On peut vous applaudir. Et un petit mot, Olivier Rousseil, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement pour la Fédération française du bâtiment en métropole? Oui, je voudrais en profiter pour, comme je suis président de Fédé Rouen, Métropole et Territoire, et je suis là à ce titre aujourd'hui, je voudrais remercier quand même Habitat 76 d'avoir permis à des entreprises adhérentes de la FFB de pouvoir répondre et en même temps exécuter les travaux. C'est pas souvent que les maîtres d'ouvrage prennent du temps et consacrent un peu d'énergie à nos entreprises. Donc merci Monsieur Métayer. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. On peut donc applaudir nos intervenants et intervenantes ce matin.